je dis post-matérialiste, c'est juste de se mettre en tête que la matière n'est qu'une conséquence. Tout est énergie et ondulatoire. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé naturelle et quantique. Ce matin, je reçois Loïc Ternisien. Bonjour Loïc. Bonjour Philippe. Alors vous êtes naturopathe diplômé au Québec, vous y tenez? Oui, j'y tiens. Parce qu'en fait, j'aurais pas le droit de dire diplômé en France. Non mais c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de naturopathes mais qui ne sont pas diplômés. Oui, parce qu'en France, il n'y a que des certifications et au Québec, il y a des diplômes. Donc voilà pourquoi j'y tiens. Alors vous êtes énergéticien. Là, c'est vous qui avez voulu accoler cette fonction à votre titre de naturopathe. Oui, en fait, dès le début, on m'a dit surtout retire ça, c'est trop bizarre, ça va te nuire à ta crédibilité. Et puis, j'ai vraiment tenu à le garder parce que c'est une casquette qui est importante, qui fait partie de ma pratique, de mon approche, et qui, des années plus tard, a donné naturopathie quantique. Donc bon, je suis content de l'avoir gardé. Vous êtes tradithérapeute, ça c'est par héritage familial. Alors un tradithérapeute, qu'est-ce que c'est? Tradithérapeute, en fait, je suis né en Afrique et Où en Afrique? Je suis né en Côte d'Ivoire. Ça se voit pas. Non, ouais. C'est vrai que quand on me voit direct, là, on a du mal à se poser la question. Mais vous avez vécu là-bas? Oui, j'ai vécu là-bas. J'ai passé toute ma petite enfance là-bas et j'ai appris en fait que sur place, le tradithérapeute est quelqu'un qui allie toutes les sciences traditionnelles, tous les savoirs médicaux traditionnels et la modernité. Et en fait, quand je suis devenu naturopathe, c'est pour ça que j'ai gardé le côté énergéticien. Je trouvais logique de porter ce terme de tradithérapeute qui lie les deux. Alchimiste aussi. Alors, alchimiste... Où vous avez trouvé ça, alchimiste? C'est vous qui le dites. Oui, bon. L'alchimie... C'est vous qui le dites, donc c'est pas moi qui le dis, c'est pas les gens qui le disent de vous, c'est vous qui le dites. Je sais plus où est-ce que j'ai dit ça. Bon. Mais le côté alchimiste, c'est vraiment dans cette transmutation, ce mélange, en fait, cet usage des plantes autrement que juste par l'herboristerie traditionnelle. Bon, à noter que vous avez été désigné comme meilleur naturopathe de l'île de Montréal il y a quelques années. Oui. Et que vous publiez aujourd'hui Naturopathie quantique chez Guy Trédaniel pour une nouvelle approche alliant les sciences et la tradition. Vous dites que c'est votre livre le plus personnel sur lequel vous avez passé le plus de temps. C'est combien d'années de travail? Celui-ci, en général, il faut savoir que j'écris un livre en 3 mois. Celui-ci, on est sur une bonne année et demie au total, parce que j'ai vraiment tenu à ce que le livre soit ce qu'il est aujourd'hui, donc vraiment très scientifique, mais aussi vulgarisé. Il a été relu par ce que j'appelle mes moldus, donc 4-5 moldus, des personnes qui n'y connaissaient strictement rien en physique. Les moldus, ce sont vos fans de la première heure, non? Oui, mes proches, ouais. Et aussi des scientifiques, de manière à pouvoir retravailler et réécrire le livre qui a été réécrit au moins une dizaine de fois et complété et vulgarisé. Donc oui, ça a été un livre très long et pour le coup, très intime. Voilà, vous dites que pour ce livre, il a fallu changer de paradigme. C'est ce que vous nous demandez aussi. Avec quelles lunettes voulez-vous qu'on lise votre livre? Avec une paire de lunettes post-matérialistes. Quand je dis post-matérialiste, c'est juste de se mettre en tête que la matière n'est qu'une conséquence et que tout est énergie et ondulatoire. Je pourrais rentrer dans tous les détails un peu plus tard. On verra tous les pères, d'ailleurs fondateurs de toutes ces idées. Vous expliquez le cheminement qui vous a conduit vers cette vision multidimensionnelle et quantique du monde, et tout part d'une consultation. Oui, tout part d'une consultation. Déjà, à la base, mon côté énergéticien fait que j'ai des perceptions, des perceptions au-delà de la matière. Je vais avoir des intuitions, je vais voir des choses qui ne sont pas nécessairement dans la matière. Donc moi, je passe mon temps à dire, je suis jamais seul dans ma tête. J'ai toujours des gens que je peux percevoir. On est toujours plusieurs. Vous prenez l'exemple d'une maison, par exemple, où vous allez pour la première fois. Ah oui, voilà. Vous êtes petit, et ça c'est au début au moment où vous commencez à ressentir vos premières sensations. Voilà, j'ai pu voir des défunts dans la maison. J'avais ces perceptions-là, mais que mon esprit scientifique a toujours essayé de rationaliser en disant, bon, écoute, ça te fait du bien, tant mieux. Que ce soit vrai ou pas, on s'en fout. Et il y a eu cette consultation où j'ai une cliente narcoleptique qui est venue pour travailler sur sa problématique, et j'ai été formé en aroma scientifique, donc pur et dur. Donc je lui ai fait un remède bien scientifique
qui a très bien fonctionné. Or, c'est un remède qui ne pouvait pas se garder sur du long terme. Alors, il y avait une alliance de plusieurs huiles essentielles. Voilà, plusieurs huiles essentielles dans le mélange, sauf qu'elles étaient neurotoxiques, hépatotoxiques, bref, toxiques pour le foie, pour la tête et pour les reins. Donc, ça veut dire que sur la durée, ça pouvait pas aller plus loin. Ouais. Pas possible. Donc, je vois que ça marche, je me dis tant mieux, je connais les molécules, je vais juste trouver les mêmes effets avec des molécules qu'elle peut garder tout le temps. Et ça ne marchait pas. Et à chaque fois, elle m'engueulait. Et elle revient vous voir. Elle revient à chaque fois en me disant mais c'est quoi ce délire, ça marche pas. Et elle est venue un jour pour un rééquilibrage énergétique. Et lors de ce rééquilibrage énergétique, j'ai eu un flash. Je me suis vu mettre une goutte d'huile essentielle dans une petite fiole de 1 millilitre et lui demander de la porter. Et j'étais arrivé à un stade de confiance en moi et de confiance en l'invisible en me disant ok, je vais le faire. On verra bien ce que ça donne. Et je me souviens de sa tête quand je lui ai tenu la fiole en lui disant mais semblerait qu'il faut le porter sur vous, vous me direz ce que ça fait. Et c'est quand elle est venue me voir quelques semaines après. Enfin, quand vous dites sur vous, non. Au début, c'était précis l'endroit où elle devait le porter. Non, c'est elle devait le porter dans son soutien-gorge. Non. Elle devait le porter où elle voulait. Sauf qu'elle n'avait pas de poche. Puisque elle ne portait que des robes, donc c'est elle qui l'a glissé dans son soutien-gorge. Et elle est venue quelques semaines après en me disant écoutez Loïc, je me suis dit que vraiment vous aviez pété une durite là, il y avait quelque chose qui fonctionnait plus, mais la fiole je l'ai portée dans mon soutien-gorge parce que je n'avais pas de poche et j'ai eu des palpitations cardiaques. J'étais obligé de mettre des pantalons et je me suis rendu compte que je pouvais baisser mes médicaments avec mon médecin. Et que j'avais plus mes palpitations. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui, pour moi, est bizarre. Parce que c'est-à-dire qu'il y a une goutte qui est dans une fiole qu'elle ne sent pas, qu'elle ne boit pas, elle n'a aucun contact avec, et qui a les effets de l'huile essentielle sans avoir de contact. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui passe de l'intérieur de la fiole à l'extérieur et qui agit sur elle. Et ça pouvait pas être du placebo, parce que clairement, elle pensait que j'avais disjoncté et elle me faisait confiance. Et donc voilà comment tout a commencé. Et ça, c'est le début de votre approche, c'est le début le disque dur se met à travailler à ce moment-là. Moi là, à la base, je suis quand même ingénieur en environnement. Donc moi, j'ai vu ça, j'ai vu les effets, je me suis dit, ok, soit c'est du placebo, soit c'en est pas. Qu'est-ce qui peut expliquer ce mode de fonctionnement-là ? Moi, je restais avec ma vision matérialiste, c'est-à-dire les molécules vont avoir un effet sur le corps. Sauf que là, il n'y avait pas de molécules. Donc il a fallu que moi, je change ma paire de lunettes, que je change ma vision de voir le monde. Et là, c'est au travers de la physique quantique que j'ai trouvé des hypothèses permettant d'étayer ce que moi, je voyais. Alors oui, ce qui est marrant, pour expliquer le chemin qu'emprunte votre livre, c'est que pour vous nous parler de naturopathie quantique, vous passez par la physique. Oui, parce que derrière quantique, on met tout et n'importe quoi aujourd'hui, malheureusement. Et moi, j'avais envie que, pour pouvoir parler de naturopathie quantique, c'est de prendre les lecteurs par la main pour leur expliquer c'est quoi la physique, à la base. Ensuite, comment est-ce qu'on passe de la physique à la physique quantique ? C'est quoi ce nouveau regard sur le monde qu'offre la physique quantique ? Alors ça existe, la physique quantique. Oui, ça existe. C'est pas récent. Et ensuite, une fois qu'on sait ça, on part en biologie, parce qu'on est fait d'atomes aussi, on est fait de molécules. Alors là, ça existe aussi, plus ou moins. Voilà, donc on bascule en biologie quantique. Et ensuite, là, on plonge dans l'eau, on plonge dans la conscience pour, au final, arriver en naturopathie quantique. D'accord. Qu'est-ce que vous en donnez comme définition ? Pour moi, la naturopathie quantique, c'est à la fois une version, j'allais dire upgradée en bon français. C'est comme une naturopathie 2.0, mais basée sur des acquis anciens. C'est-à-dire c'est une manière de revoir les remèdes de la naturopathie, que ce soit l'alimentation, que ce soit les plantes médicinales, que ce soit la lithothérapie pour les gens qui utilisent les pierres. C'est vraiment une relecture de tous les outils normaux de la naturopathie au travers d'un regard quantique. Et on verra tout à l'heure, notamment sur l'alimentation, ce que ça peut donner. En 2021, écrivez-vous, vous avez vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Oui. Alors, vous étiez dans un état de conscience modifié. Comment ça s'est passé précisément ? Alors, on appelle ça, c'est une EMI-like. C'est-à-dire que c'est pas entre guillemets, j'ai pas eu un accident qui a provoqué une expérience de mort imminente. Je suis un petit peu plus fou que ça. J'ai choisi de vivre un rituel chamanique qui est fait au Mexique. Et c'est une molécule, bien entendu, qui est interdite en France, qui est le venin d'un crapaud, qui est ingéré et qui provoque l'équivalent d'une expérience de mort imminente. Et donc, à ce moment-là, pour moi, c'est très difficile d'en parler parce que je n'existais plus. J'ai juste touché à une lumière et un amour infini. Et ça, c'est aussi à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait autre chose que la matière. C'est-à-dire que même si moi, j'étais plus là, si mon cerveau était en état, pas off, mais pour le coup de suractivité avec ce poison-là,
ma conscience perdurait. Il y a quelque chose qui est resté. Il y a cet invisible, il y a ce non palpable, ce non matériel, cette lumière. Et ça, la lumière, les chamans en parlent dans toutes les traditions. Oui, la fameuse lumière blanche. Voilà, la lumière blanche, j'ai eu l'occasion de la voir, j'ai eu l'occasion de la devenir dans ce rituel chamanique. Et ça n'a fait que conforter l'écriture du livre, parce que ça a été aussi un petit peu le coup de pied au derrière qu'il m'a fallu pour l'écrire. Et en quoi est-ce que ça vous a changé, cette expérience? Il y aurait... c'est difficile à résumer parce que pour moi, il y a véritablement un avant et un après. C'est-à-dire qu'avant, je conceptualisais les choses. J'avais cette vie, je savais dans ma croyance qu'il y avait de l'invisible, je savais que la matière... Enfin voilà, qu'il se passait quelque chose après finalement, que l'on pouvait se connecter à un invisible, qu'il y avait une lumière. C'était quelque chose de l'ordre du mental. Sauf qu'une fois que j'ai vécu cette expérience, je suis revenu, mais ça fait partie intégrante de moi. C'est comme si l'intégralité de chacune de mes cellules sont imprégnées de cette expérience et j'en retire plus je crois, de sagesse, de compréhension envers la vision que les autres peuvent avoir sur le monde. Et vous en êtes revenu avec une phrase? Ouais. Vous vous en souvenez ou pas? Elle est sûrement... ou elle est dans votre livre, hein? Oui, elle est dans mon livre, mais je veux bien qu'on me la rappelle parce que là, je suis dans mon mental. Je ne l'ai pas noté. Donc, j'irai voir dans votre livre. Ce qui est certain, c'est qu'il y a, en revenant de ça, je savais que je ne savais strictement rien. C'est pas une maxime qui m'appartient. Ça, c'est votre mantra, en fait. C'est de loin mon mantra. Et en revenant, en fait, j'ai compris que tout n'était pas ce que j'imaginais. Alors Loïc Ternizien est notre invité, naturopathe et énergéticien. Vous publiez Naturopathie quantique pour une nouvelle approche alliant les sciences et la tradition au Guide Trédaniel. Tout le monde voulait savoir ce qu'on appelait le bus dans la gueule. Alors ça, c'est une expérience, je l'aime l'appeler comme ça parce qu'effectivement c'est comme ça que je l'ai vécu. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai toujours eu des perceptions, des visions de personnes qui ne sont pas là, de défunts. Enfin voilà, c'est quelque chose qui a été dans ma normalité. Sauf que je me suis toujours rationalisé en me disant que c'était peut-être pas vrai, mais que ça me faisait du bien. Et il y a eu cet événement à Montréal. J'étais dans le parc La Fontaine avec une amie. Et en fait, on parlait de ce sujet-là et je lui ai dit là, tu vois, pour moi, il y a quelqu'un qui est là. Et à ce moment-là, je ne savais pas que mon amie était médium. Et sa voix a commencé à changer. Elle a commencé à décrire ce que je voyais, à me dire ce que j'entendais. Et à ce moment-là, ça a un peu été une épiphanie pour moi, une révolution, parce que j'ai compris, en fait j'ai eu ce que j'appelle ma preuve scientifique, au-delà du bus dans la gueule, j'ai eu la preuve que j'avais jamais été fou. J'ai eu la preuve que tous ces moments que je raconte dans le livre, a posteriori, dans la maison de mes parents, dans le jardin, ou toutes ces choses que j'avais pu percevoir, en fait, c'était pas mon imaginaire. Ça s'était vraiment passé. C'est-à-dire que vous, depuis toujours, vous voulez savoir comment fonctionne votre cerveau. Ah, j'adore ça. Et comment vous viennent vos pensées. Ah oui, bah ça, Mais est-ce que vous arrivez à comprendre finalement d'où viennent nos pensées? Alors, maintenant, dans ma perception de la réalité, j'arrive à sentir la différence entre une pensée qui m'appartient et quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est un peu comme si on était sur une note de musique et qu'on avait un si et un si bémol. C'est-à-dire que ou le si dièse. C'est-à-dire on n'est pas sur la même tonalité. Et j'emprunte cette image-là à Anne Tuffigo, que j'aime beaucoup et qui a mis ses mots sur cette image. Et donc aujourd'hui, je sais qu'il y a des pensées qui sont générées par nous, par notre cerveau. Elle est quoi, elle est musicologue? Non, elle est médium. Elle est médium, d'accord. Elle est médium. Et en fait, il y a des mots qui me viennent, des phrases qui me viennent, où je peux interagir avec quelqu'un qui n'est pas là. C'est pour ça qu'on disait que tout à l'heure, je suis jamais tout seul. Mais je sais que ce n'est pas ma pensée. Parce que la fréquence n'est pas la même. D'accord. Alors après, vous pouvez imaginer qu'il y a des gens qui vous écoutent, qui disent qu'est-ce qu'il raconte Loïc. Mais complètement. Et vous savez quoi? Vous avez raison de me prendre pour un fou. Voilà. Non, je dis ça à la blague parce qu'en fait, je le comprends parce que j'étais comme ça avant. Et ça demande en fait de justement changer de paradigme. Donc parce que comme tout est vrai et faux en même temps, ce que je dis là est complètement faux pour quelqu'un qui est matérialiste et qui n'y croit pas. C'est ça que vous expliquez qui est très intéressant, c'est que tout ça c'est vrai et faux à la fois. Exactement, c'est le principe même de la physique quantique puisque ça nous explique que tout n'est que probabilité et que quand je ne regarde pas quelque chose, c'est-à-dire que l'expérimentateur joue un rôle dans l'expérience. Sans décrire l'expérience qui est décrite dans le livre, mais si je regarde une particule élémentaire, si je regarde un électron, si je la fixe, elle va
se fixer et je vais voir une petite balle. Par contre, si je ne la regarde pas, elle ne sera pas une petite balle, elle ne sera un ensemble de probabilités de positionnement. Pour imager ça de manière très simple, quand on joue à 1, 2, 3 soleil, si je regarde les personnes en face de moi, elles sont bien fixées à un endroit, mais quand j'ai le dos tourné, elles sont partout à la fois. Donc ça veut dire que tout est vrai et faux en même temps. C'est-à-dire quand je ne regarde pas, eh bien, tout et son contraire coexistent. Donc comme la réalité et notre perception du monde, c'est nous-mêmes notre propre expérimentateur, eh bien, ce qui est vrai pour moi peut être faux pour quelqu'un d'autre, mais c'est juste parce qu'on n'a pas la même paire de lunettes, tout simplement. L'expérimentateur, ça peut être n'importe qui. C'est n'importe qui. On est tous expérimentateurs de notre propre expérience. Comment on passe de la naturopathie traditionnelle à la naturopathie quantique ? Eh bien, toujours en changeant de paire de lunettes. C'est-à-dire qu'en regardant le monde autrement. Si on est dans la naturo traditionnelle, donc on va parler d'hygiène de vie, d'hygiène vitale, où on va regarder les choses de manière holistique, de manière globale, on reste en grande partie dans la matière. Que je dis en grande partie parce que les fleurs de Bach utilisent de l'information, utilisent du vibratoire. L'homéopathie utilise du vibratoire ou de l'information. Donc on reste en grande partie dans la matière, même si on est à mi-chemin avec quelque chose de quantique. Par contre, dès qu'on passe en naturopathie quantique, là, la matière devient complètement secondaire. L'individu que j'ai en face de moi, c'est une probabilité de lui-même. Et donc, on peut l'inciter à télécharger, c'est comme ça que j'aime le dire, une version de lui-même qu'il est venu chercher. À la fin du livre... Alors, donne un exemple. Je donne un exemple assez simple, c'est que dans ma vision, la personne qui vient consulter, elle a un problème, mais elle coexiste avec la version d'elle qui a le problème qui est complètement résolu. Sauf que ça se passe dans une probabilité. Eh bien, le rôle du naturopathe, quand il a cette vision quantique, c'est de l'aider à télécharger cette réalité, cette probabilité, pour que ça devienne son expérience. Alors, quels sont ce que vous appelez, vous, les 7 principes fondateurs de la naturopathie quantique ? Alors, il y en a plein. Donc, il y en a 7 que j'ai voulu bâtir. Ah, ils sont pas tous recensés, là. C'est les 7, c'est les plus importants, c'est ça ? Alors, les 7, c'est les 7 principaux. Après, bon, ils sont pas dans le livre parce qu'ils sont surtout dans ma tête. Mais le premier, c'est l'indétermination. Et ces 7 principes, il faut savoir qu'ils sont basés sur les hypothèses de physique quantique. De physique quantique, oui. Donc, l'indétermination nous dit que tout est flou. Comme j'en parlais de l'électron à l'instant, tout est flou. Donc, on peut pas déterminer... pour le coup de l'électron, le positionnement et la vitesse de l'électron en même temps. Eh bien, quand on dit que tout est flou en naturopathie quantique, c'est que finalement, la personne qu'on a en face de nous, à l'instant, on a une probabilité. Mais elle est mélangée avec toutes les autres probabilités. Ensuite, il y a l'indiscernabilité. C'est le deuxième principe. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit que vous n'êtes pas un foie, vous n'êtes pas un rein, vous n'êtes pas un pied, vous êtes un être humain global, et que cet être humain global, eh bien, on ne peut pas nécessairement discerner de manière très efficace d'où vient le problème. Parce que, et ça, il y a plein d'approches qui le disent, puis il y a juste à regarder en ostéopathie, on peut avoir mal à l'épaule et ça vient d'un coup au niveau du doigt de pied. Donc on reste avec une vision qui va être toujours un petit peu floue. Donc on est dans une entité. Ensuite, il y a l'intrication. L'intrication, c'est un des points en physique quantique importants qui nous dit que de base, qui nous dit que 2 particules, quand elles ont été en contact, elles restent en contact l'une et l'autre, qu'importe la distance et le temps qui les séparent. Donc, à la blague, je le dis, vous et votre ex, vous êtes toujours intriqués, qu'importe le temps qui vous sépare et la distance. Eh bien, en naturo-quantique, on part du principe que les versions de nous-mêmes du passé restent en relation avec nous maintenant. Donc, on peut travailler à distance. Déjà, ça explique les guérisons à distance, ça explique le travail de la prière, mais ça explique aussi qu'on peut agir sur quelqu'un, que la personne peut avoir une action avec la plante à distance. Ensuite, il y a l'intemporalité. Vous, ça vous arrive de faire des nettoyages énergétiques, par exemple, à distance ? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est un classique. Oui, et pour vous, c'est un classique, oui. Pour moi, c'est un classique. Oui. Après, on peut se demander comment ça fonctionne. C'est exact. Si vous voulez bien, mais voilà. Mais tout à fait. Et en fait, c'est exactement pour ça que moi, je me suis plongé dans la physique quantique pour essayer d'expliquer comment est-ce que ce que je fais peut fonctionner. Donc, alors que vous n'êtes pas en contact direct et physique avec la personne. Exactement. Mais on nous dit que toutes les particules étaient dans la taille d'une tête d'épingle au moment du Big Bang. Donc, ça veut dire que quoi qu'il en soit, la personne, même si elle est loin, j'ai une relation avec elle. Ensuite, il y a l'intemporalité. Oui. Parce que tout est un éternel instant présent. Donc, on peut agir sur le passé, le présent et le futur et les futurs potentiels. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent en consultation parce que en naturo-quantique, quelqu'un qui vient nous voir peut avoir un problème qui date
de 10-15 ans en arrière, mais qui n'a pas été traité 10 ou 15 ans en arrière. Eh bien, on peut donner les remèdes aujourd'hui que la personne aurait dû prendre 10-15 ans en arrière pour rentrer en relation avec ce moment-là de sa vie. Et le 6e principe, c'est le rôle de l'expérimentateur, c'est ce que je disais à l'instant. On en parlait tout à l'heure. Et le dernier, c'est la potentialité. C'est que tous les possibles existent, toutes les probabilités existent. Donc quand on sait que toutes les probabilités existent, c'est plutôt sympa parce que ça veut dire qu'on a... Ça multiplie les possibles. Ça les multiplie et ça veut dire que ce qu'on veut, on l'a déjà. Plutôt sympa. C'est déposé, hein, bien sûr. Comme concept. Hein. C'est déposé. On pourrait dire que vous êtes même l'inventeur. Je suis le papa. Voilà. Bon, il y a 5 commandements de la naturopathie quantique. Vous pourrez les lire dans le livre. Vous parliez d'homéopathie tout à l'heure et vous expliquez dans votre livre qu'on peut fabriquer ses propres médicaments homéopathiques quantiques. À la base, l'homéopathie est régie par les lois de la physique quantique, puisque il n'y a pas de molécules à l'intérieur. Mais là où c'est ultra surprenant, c'est que oui, on peut utiliser le remède. Moi, je le fais très souvent. Contre les moustiques, j'ai pas tout compris. Hein. Alors, oui, oh mon Dieu, celui-là. Alors, contre les moustiques, si on veut le faire soi-même, alors c'est très important. À la maison. Expliquer comment le faire soi-même. Hein, oui. Attention, à la maison, c'est très important. Il va falloir partir à la chasse aux moustiques. Récupérer des moustiques vivants. Le défi, il est là. Hein. Donc, vous allez à la chasse aux moustiques, vous les récupérez vivants, vous les laissez s'endormir dans l'alcool pour qu'ils puissent se macérer dans l'alcool. D'accord. Au bout de quelques semaines, vous prenez 1 millilitre de cet alcool-là, vous laissez vos petits moustiques à l'intérieur et vous allez faire des dilutions. 1 millilitre dans 100 millilitres, vous secouez 100 fois. Vous prenez 1 millilitre de ce mélange, etc., pour avoir vos dilutions à 1 CH, 2 CH, 3 CH, 4 CH, etc. En fait, faire de l'homéopathie, c'est pas si compliqué. Mais il faut réussir à choper son moustique. On peut faire ça avec tout. Et ça fonctionne contre les moustiques tigres. Donc c'est le début de la saison du moustique tigre. C'est pour ça que je vous pose la question. Ça marchera avec le moustique tigre, en chopant du moustique tigre. Alors si vous le faites, vous nous le dites. Hein. Moi, je veux avoir des exemples. Moi, j'ai pas réussi à courir après pour les choper. Ouais. Bon, il y a deux conditions. Quelles sont les autres applications, par exemple, en homéopathie ? Alors, en homéopathie, on peut aussi utiliser, et là, je sais qu'il y en a qui risquent de tomber de leur chaise, mais restez bien accrochés. Mais c'est d'écrire le nom du remède sur un bout de papier et de le porter sur soi. Même moi, j'y croyais pas. Je le savais, dans mes cours d'homéopathie, on m'en a parlé, et j'avais du mal à l'intégrer. Et il s'avère qu'il y a quelques semaines, j'ai eu un mal de tête, j'avais pas le remède, je l'ai utilisé, placebo ou pas, je m'en fous, ça a marché. Et maintenant, je le suggère autour de moi, et ça marche, parce qu'on va avoir l'information du remède qui, sur le papier, va être intégrée par le corps. Vous parlez de l'effet placebo et d'un effet qui est moins connu, c'est l'effet nocebo. C'est l'inverse. C'est l'inverse, oui. Oui, c'est tout à fait l'inverse. L'effet placebo, c'est la capacité à, en gros, prendre du sucre et avoir des effets bénéfiques. L'effet nocebo, c'est prendre un médicament dans lequel il ne devrait pas y avoir d'effets négatifs et finalement développer plein d'effets négatifs. Quand on ne croit pas à quelque chose, ça peut bloquer un système. Exactement de la même façon. De la même manière, le corps est fascinant. Ouais. On dit qu'on peut développer aussi des maladies, des pathologies avec l'effet nocebo. Oui, tout à fait. Puis il y a des exemples dont je parle dans le livre où justement on dit à quelqu'un prends ce remède, mais attention, il peut y avoir on le conditionne. Vous pourriez avoir des effets secondaires de type vomissement, maux de tête, etc. Alors que la personne ne prend que du sucre. Au final, elle développe tous les effets secondaires. Alors Loïc Ternisien est avec nous. Je peux dire père fondateur de la naturopathie quantique. On peut dire conceptualisateur, inventeur. Conceptualisateur, oui, ça me va. Inventeur, ça fait un peu... on verra dans 10 ans. On verra. Voilà, vous publiez Naturopathie quantique pour une nouvelle approche alliant les sciences et la tradition. Votre éditeur, c'est le génial Guy Trédaniel. Je remercie. Oui, parce qu'en fait, il permet à beaucoup d'auteurs d'aller au bout de leurs idées. Tout à fait. Même quand c'est pas toujours politiquement correct. Exactement. Vous vous intéressez au pouvoir de l'eau. Quels sont les pouvoirs de l'eau en naturopathie quantique ? Alors, pour ça, je me suis référé aux travaux du professeur Marc-Henri qui nous explique que l'eau n'est pas juste une simple molécule H2O, mais qu'en fait, elle a tout un tas de propriétés que je ne pourrais pas énumérer ici, mais on pourrait résumer ça par la fameuse mémoire de l'eau. Et au-delà de ça, pour lui, il y a aussi plus de 3 états de l'eau. On connaît l'état gazeux, l'état solide, l'état liquide. Lui, il y en a un 4e. Il y a un 4e état qui est l'eau morphogénique. Et il part du postulat que cette eau-là, c'est ce qui donne la forme à tout ce qui est. Prenez un château de sable dans le désert, vous n'arriverez pas à faire un château de sable. Par contre, vous mettez de l'eau,
vous arrivez à faire un château de sable. En fait, c'est vraiment l'image de l'eau morphogénique et on serait composé à peu près 99,8, je crois, pourcentage molaire de molécules d'eau. Là, je rentre dans des détails, mais en gros, c'est pour garder en tête qu'on est quasiment tous constitués d'eau et que cette eau-là, c'est un disque dur. Qu'elle prend de l'information, qu'elle relargue de l'information. Et donc, tout le long de notre vie, eh bien, nous récupérons de l'information venant de l'extérieur. Et c'est cette fameuse mémoire de l'eau dont on parle depuis très très longtemps et qui finalement... Et qui intéresse la naturopathie quantique. Bien sûr, parce qu'on va en abuser de l'eau. Quand à partir du moment où on sait que ça peut être un remède à tout faire, c'est sympa. Alors justement, cette eau, il y a une eau que vous appelez, c'est ce qu'on appelle l'eau dynamisée. Vous nous expliquez un petit peu ? Oui, l'eau dynamisée. Moi, ça me fait penser à l'eau coranisée quand je... Le principe de l'eau coranisée est une forme d'information, de dynamisation de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, il y a deux choses. Il y a l'informer, donc la coraniser, on va informer l'eau avec une intention. Alors ça veut dire quoi, informer l'eau ? Informer l'eau, c'est un petit peu comme télécharger une information dans un disque dur. Donc en fait, on va donner à l'eau une information. Donc quand on coranise l'eau, alors je sais qu'il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais des fois de mon expérience, c'est écrire des versets du Coran sur un papier et le mettre dans l'eau. Les versets du Coran vont informer l'eau. Et donc, on va boire une eau qui va avoir des propriétés. On peut aussi avoir l'eau dans ses mains et lui porter une intention. Il y a des super exercices pratiques à faire. Et la dynamiser, c'est un peu comme mettre à zéro l'information qu'il y a à l'intérieur. Et pour ça, le vortex est très intéressant parce que l'eau, quand elle arrive à nous au travers de nos robinets, elle est chargée de tout un tas d'informations. C'est un peu comme un disque dur qui lui aurait besoin de formater. Et en fait, dynamiser l'eau, c'est formater son disque dur. Et donc pour ça, on peut faire un vortex. Le vortex, sans rentrer dans les détails de physique, permet de dissiper l'énergie et l'information qui se trouvent à l'intérieur. Informer l'eau grâce à des correcteurs d'état fonctionnel, des CEF. Ah oui, alors là, on rentre dans tout un tas de choses qui sont un petit peu regardées de travers, mais c'est ça qui me plaît. Oui. C'est une approche qui nous vient de Russie et qui sont des plaques qui contiennent une information. Et en fait, quand on met l'eau à côté, cette information se télécharge à l'intérieur de l'eau. Et l'eau récupère les propriétés de ces plaques-là. Et vous dites que les Russes sont très en avance sur ces sujets-là. Il n'y a pas que les Russes. En fait, il y a beaucoup... les pays de l'Est sont très en avance. Les États-Unis aussi sont très en avance sur tout ce qui va être approche et médecine informationnelle et fréquentielle. La Géorgie notamment, la Pologne, qui sont des pays très en avance. Il y a des centres là-bas d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Mais alors, vous par exemple, vous parlez de l'eau du robinet. On boit quand même beaucoup d'eau du robinet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Que ce serait bien de la filtrer déjà. Pour moi, l'eau du robinet, c'est pas une eau qualitative en termes de santé. Donc l'important, c'est de la filtrer parce qu'on sait, et puis il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, qu'on nous a dit qu'il y avait un herbicide dans les eaux parisiennes qui se retrouvait dans l'eau de notre propre robinet. Donc ça peut être déjà sur le plan très matériel et moléculaire très intéressant de la filtrer quand elle arrive à la maison. Et ensuite de ça, de lui redonner sa vitalité. Parce que si on regarde... Quand l'eau, elle est dans une rivière, elle a plein de petits vortex. Donc en fait, c'est une eau qui va être, entre guillemets, c'est un peu galvaudé comme terme, mais une eau qui va être vivante. Et quand elle arrive à notre robinet, elle est morte. Il n'y a pas eu de vortex, elle est dans ses tuyaux bien droits, etc. Et donc l'idée, c'est toujours de faire ça, de faire ce petit vortex. Quand dans son verre, on fait 2-3 tours. Alors quand vous dites vortex, vous faites le geste, mais à la radio, ça passe mal, Loïc. Oui, je sais, mais vortex, vous mettez une cuillère et vous la tournez. Vous tournez, voilà. Comme un tourbillon, on fait. Voilà, pour faire un tourbillon, c'était le mot qui me manquait. Donc faites un petit tourbillon dans le verre, ça suffit, juste 2-3 tours. Ça suffit largement pour faire en sorte de dissiper, de redynamiser cette eau-là. Alors, quel regard et quelle lecture vous faites avec la naturopathie quantique sur les compléments alimentaires, par exemple ? Alors, les compléments alimentaires, ils ont été... on va les regarder d'une manière toujours, encore une fois, fréquentielle. C'est-à-dire que dans la nature, si je prends la vitamine C, dans la nature, elle est rarement toute seule. Elle est souvent associée à d'autres composés qui vont permettre son assimilation et qui vont travailler. Et tout ça va travailler ensemble. Donc on reste dans ce flou, de travailler du flou par le flou en naturopathie quantique. Ensuite de ça, quand il est fait en laboratoire, on va avoir une autre information. On n'est pas sur quelque chose de naturel. Et ces remèdes-là, ils ont été analysés via un process qui permet de voir les émissions de particules de lumière
faite par les composés. Et on se rend compte que quand un composé est naturel, un complément alimentaire est naturel, il y a une émission de lumière qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus cohérente que quand elle est faite en laboratoire. C'est la même chose sur les aliments, c'est la même chose en fait sur tout ce que l'on va consommer. Et donc l'intérêt en naturopathie quantique, c'est de choisir un complément alimentaire qui soit le plus naturel possible, dans le sens où si on a l'occasion d'avoir la plante directe et d'aller l'accueillir, c'est toujours mieux que d'avoir un remède qui vient de loin. Récupérer, sécher ou... Voilà. Et de s'assurer en fait de la qualité du process jusqu'à notre bouche finalement. Alors comment est-ce qu'on met la naturopathie quantique en pratique au quotidien ? Par exemple, on parle de l'alimentation. Comment on l'applique tous les jours ? Alors au niveau de l'alimentation, là on se base sur une vision que les Chinois ont, qui est que plus l'aliment est consommé proche de la cueillette, plus il va être vivant et dynamique, plein d'énergie. Donc la première chose, c'est de s'assurer d'avoir des aliments qui sont consommés proches de la cueillette et le plus naturel possible, le moins de pesticides, le moins d'herbicides, pour que s'assurer d'avoir une émission de lumière, parce que finalement, en naturopathie quantique, on ne mange pas que des molécules, on mange aussi des particules et cette lumière qui est émise par le vivant. Et si on n'a pas cette occasion-là, il ne faut jamais oublier quelque chose qui a été fait dans toutes les religions au travers du monde. C'est le remerciement et la gratitude avant un repas. Ça, on retrouve ça dans tous les écrits sacrés, on retrouve ça dans toutes les peuplades chamaniques du monde. Il y a toujours ce remerciement et cette gratitude. Et le fait d'envoyer ça à l'aliment, et dans le livre, il y a des images d'aliments qui ont été qui ont été analysés pour voir les émissions de photons avant ou après de la magnétisation, par exemple, eh bien, on se rend compte qu'il y a une cohérence dans l'aliment qu'on va manger au niveau de l'énergie et de l'information qu'il nous apporte. Donc, un détail qui est assez simple, revenir à la gratitude, revenir à la prière, revenir à cette chose qui honore l'aliment que l'on va manger. Donc, on a le côté très qualitatif du choix de l'aliment, et il y a aussi le fait de l'honorer pour s'assurer d'avoir entre guillemets une bonne énergie dans ce qu'on mange. Donc évidemment, vous, tous les aliments ultra transformés, j'imagine. Ah, c'est sûr que là, on est très très loin du naturel. Ouais. Voilà, le McDo, c'est pas... Mais on pourrait quand même optimiser au mieux cet aliment-là en remerciant et en apposant une prière ou une intention en le mangeant. À la blague, j'ai une amie qui pose son intention toujours sur ses frites en se disant « au moins, je vais bien les digérer ». Donc comme quoi, ça peut être fait comme ça aussi. C'est pas la meilleure idée. Il faut renouveler son intention quand on mange des frites. Oui, tout à fait. Moi, je vous dis, ça change tout. Vous posez la question de savoir à quel endroit se trouvait la conscience. Elle se trouve où, la conscience ? Si je le savais avec certitude, je vous le dirais. Mais dans le livre, je me base sur certaines théories. Il y a des théories très matérialistes qui disent que la conscience, elle est dans le cerveau. Ma vision du monde et le fait cette expérience de mort imminente induite, ces échanges que j'ai avec des personnes qui ne sont pas là me posent plus à avoir la vision de, par exemple, Mario Beauregard, qui dit que la conscience, elle est extraneuronale, elle est à l'extérieur du cerveau. Moi, j'appelle ça le cloud. Elle se trouve à l'extérieur et on peut se brancher un peu comme une clé USB pour aller récupérer de l'information. Mais pour moi, en tout cas, dans ma vision, la conscience, elle est clairement pas faite dans le cerveau. Qu'est-ce que vous allez faire de cette naturopathie quantique aujourd'hui ? Vous allez la diffuser ? Vous voulez, avec votre bâton de pèlerin ? J'aimerais bien. J'aime bien l'image du père Fouras qui essaie d'expliquer les choses. Qu'est-ce que je vais en faire ? Déjà... parce que vous avez été très clair, en fait. Dès le départ, vous vouliez cette idée scientifique parce qu'on accole l'adjectif quantique à beaucoup trop de choses aujourd'hui. Donc, vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. C'est ça qui est important. En fait, l'important pour moi, c'est déjà de le former. J'ai une plateforme de formation qui s'appelle Navae et je forme à la naturopathie quantique. L'idée, c'est de... Alors, c'est sous quel module ? Alors, c'est des formations en ligne. Donc on a vraiment, c'est pas un seul module, c'est vraiment une formation complète pour permettre aux gens d'appréhender le fait de voir le monde autrement. Parce qu'en fait, cette naturopathie quantique, je crois, en tout cas j'ai écrit le livre, mais parmi les retours des lecteurs, il y a beaucoup de gens qui me disent attendez, votre livre là, ça parle pas que de naturopathie. Oui, ça parle ça parle beaucoup pas de naturopathie d'ailleurs. Ça va plus loin que ça. Et ce que j'aimerais en faire déjà, idéalement, c'est sûr que c'est de former les naturopathes à cette vision-là, qu'ils la pratiquent ou qu'ils la pratiquent pas, peu m'importe, mais au moins de savoir qu'il y a un autre champ de pensée, qu'il y a une autre vision de voir le monde, qu'il y a une autre paire de lunettes, qu'on décide de la porter ou pas. Chacun est libre de créer sa propre réalité. Mais l'idée vraiment, je l'ai fait pour déjà être à l'aise avec ma manière de pratiquer,
pour être en mesure de l'expliquer de façon solide avec justement la moitié du livre qui est quand même de la vulgarisation scientifique, et de pouvoir... de ce que c'est que la quantique, appliquée notamment à la physique, à la chimie. Voilà, et dans ce livre-là, je prétends pas détenir la vérité. Je prétends juste essayer de présenter une vision, des hypothèses qui pour moi sont cohérentes, et de permettre à mes apprenants ou aux personnes qui ont envie de le découvrir, de plonger dans cet univers-là et puis de se laisser porter. Et alors, quand on parle de formation, c'est quel volume de formation ? Oula, la naturo-quantique, je crois qu'on est sur un 40 heures de formation. D'accord. Et ce n'est que le début, parce que j'ai tendance en à ligne, rajouter donc pour ceux qui nous écoutent, ça se fait en ligne. Alors en ligne, mais je peux vous faire une petite confidence. Je suis en train de regarder pour le faire en présentiel, peut-être à l'automne. J'ai pas de lieu exact, mais ce sera en Savoie. Ah, mais les gens vont adorer ça. Donc, et oui, puis il y aurait beaucoup plus de pratiques. On pourrait aller se promener en montagne, pour aller tester, expérimenter le rapport à la plante, la connexion au végétal. Donc c'est dans les rouages. Voilà. C'est une exclusivité de Beurre FM pour le coup. Ah ouais, non, c'est bien, et ça va, et les gens vont adorer. Hein. Bon, reconnectez-vous à votre corps. Vous réécouterez l'émission qui se réécoute très bien en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube et peut-être un peu partout ailleurs. Loïc, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Naturopathie quantique pour une nouvelle approche alliant les sciences et la tradition. L'éditeur, c'est Guy Trédaniel. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Mais c'est toujours un plaisir de venir. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.